Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Atari, l'émission débat de Criticat. Changement de décor aujourd'hui puisque nous tournons au Ciné 104 de Pantin, que nous remercions de nous avoir prêté ses locaux pour l'enregistrement de cet épisode qui concerne Pacifiction d'Albert Serra, film que nous avons découvert au Festival de Cannes et qui nous avait intrigués et sur lequel nous avons l'occasion aujourd'hui de revenir avec deux collaborateurs de Criticat, Corentin Lay. Salut Thomas. Et Josué Morel. Bonjour Thomas. Peut-être pour commencer, Corentin, allons-y directement. Quel est ton rapport au film depuis ce premier visionnage ? Alors c'est intéressant parce qu'on a fait donc une vidéo au moment où on a vu le film à Cannes, donc qui est sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Et c'est vrai que peut-être que ça me permet de résumer un petit peu le film aussi. C'est que en fait on suit un personnage qui est donc à Tahiti, donc qui est incarné par Benoît Magimel, qui s'appelle De Roller, le haut commissaire De Roller. Et on ne sait jamais vraiment où il va. Lui-même non plus, c'est pas vraiment ce qu'il fait sur cette île. Et c'est vrai que pendant un moment, pendant le film, je me rappelle avoir eu cette sensation un petit peu très étrange de ne pas du tout savoir ce que je regardais en termes de tonalité, de registre. Je ne savais même pas dans quel genre le film pouvait s'inscrire, d'autant que c'est un film très long. Et je me rappelle être sorti, alors on a fait la vidéo à la sortie de la séance et comme ça, donc j'étais un petit peu paralysé, disons, ou en tout cas j'étais un peu perdu. C'était pas désagréable, c'est-à-dire que j'avais aimé le film et j'avais aimé cette espèce de perdition, de flottement, d'autant que j'avais l'impression quand même que c'était un effet qui était sciemment recherché, un petit peu savamment construit aussi, cette espèce de perdition comme ça. Et en le revoyant cet été, alors je l'ai revu à La Rochelle, au FEMA, et là tout de suite je l'ai eu avec un regard différent, en partie parce que le film il y a une forme de décrochage un petit peu progressif dans le film, et on pourra le détailler. Le film prend un autre visage un petit peu dans les 45 dernières minutes, et forcément on revoit le début du film à l'aune de cette fin là quand on revoit le film une deuxième fois, et c'est tout à fait différent. Et c'est ce qui fait qu'aussi j'ai eu un premier contact avec le film un petit peu flottant, d'autant que j'avais l'impression quand même de voir un film un peu atmosphérique. Et d'habitude, c'est un petit peu le genre de film qui sont très agréables à regarder, mais toujours un petit peu creux, faut le dire. Et j'avais l'impression d'être devant un film comme ça. Et puis finalement, en fait, cette atmosphère-là, un petit peu paranoïaque, elle produit vraiment quelque chose d'hyper intéressant, mais ça prend du temps. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser d'emblée que quand même le film est extrêmement long. Il dure 2h45 oui, dans mon souvenir. Et il est pendant au moins 2 heures quasiment dénué d'action. Ce ne sont que des séries de discussions un peu nébuleuses et complexes autour de malversations politiques, sur l'éventualité de la reconduite des essais nucléaires dans l'archipel polynésien. Donc Magimel y incarne une espèce de politicien vaguement véreux, très mystérieux. Josué, dans ton pays billet canois, tu parlais d'un Machiavel en tenue de lin, je crois, qui était une jolie expression pour désigner un costume de lin. En disant qu'il y avait une persistance de l'uniforme colonial là-dedans. Mais effectivement, il y a cette idée que le personnage est le pivot d'un monde un peu mystérieux et paranoïaque, tu parlais, mais aussi assez chaotique, ce qui se ressent dans le film où on a du mal à trouver ses repères. Qu'est-ce que tu en dirais de ça ? Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'il me semble que justement c'est un peu le nœud et aussi le cœur du film, à savoir qu'il y a justement cette sensation de flottement, et en même temps, quand on regarde dans le détail, le film est assez structuré. Et on a justement un personnage qui est supposé être l'incarnation de l'ordre, de l'autorité, puisque c'est le haut commissaire, et qu'on le voit d'ailleurs dans plusieurs conversations avec, par exemple, le pasteur d'une église. Donc il y a quand même un rapport assez vague aux institutions. Il parle aussi de sa hiérarchie, ce qui est très étonnant, parce qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais, on ne sait pas exactement quel type de communication ça recouvrerait. Et puis même dans la structure du film, quelque chose qui peut paraître étonnant pour un film donc, qui serait atmosphérique flottant, c'est un film en fin de compte bouclé. Le film commence sur l'arrivée de marins dans un Zodiac et finit par ces mêmes marins qui repartent dans la direction inverse, vers leur sous-marin. C'est un film aussi qui, alors ça c'est intéressant, tu disais que le film était dénué d'action, c'est juste, et en même temps on pourrait dire que son unité métrique, en quelque sorte, serait la situation. C'est-à-dire c'est une suite de situations, et on ne sait pas toujours exactement d'ailleurs où on est, ce qui se passe, quels sont les enjeux, quelle est la fonction de chaque personnage. Et donc on est un peu parfois jeté dans certaines scènes, et il y a quelque chose qui serait de l'ordre un peu du processus expérimental, et je pense notamment au niveau du jeu des acteurs, puisqu'en fait les acteurs se retrouvent dans la même situation. Alors ça m'amène à un point qui est un peu délicat et en même temps qui je trouve est intéressant sur ce film-là, c'est à la manière dont en fin de compte la nature et la structure du film se recoupent avec ses conditions de fabrication. On a d'ailleurs publié un entretien
avec notamment Arthur Thor, qui est le chef opérateur et le chef monteur. Déjà, c'est intéressant, le cumul de ces deux casquettes. Pourquoi je dis que c'est délicat? Parce que j'ai l'impression que souvent, l'analyse des conditions de fabrication, notamment de tournage, de montage, etc., peut éloigner de la matière du film, voire même peut un peu déformer la manière dont un film est perçu. Je pense qu'il y a un exemple un peu canonique là-dessus, qui est très emblématique, c'est Les Dents de la Mer, dont on sait notamment que les dysfonctionnements techniques, notamment du requin animé, ont complètement changé la mise en scène et le découpage. Et du coup, j'ai l'impression aujourd'hui que le film n'est analysé que pour ça, alors que je pense que dans son découpage, dans son montage, le film en fait travaille quelque chose qui pourrait être déconnecté d'un simple, reflet du tournage et du montage. Là, ça me semble intéressant d'en parler parce que je disais justement que le film était peut-être dans sa nature même structuré entre une forme d'ordre, on pourra y revenir même sur des points assez précis de montage, et de chaos, de flottement. Et ça se joue dans la manière dont le film est construit, à savoir, c'est un film notamment qui repose sur un scénario très écrit mais qui n'est pas communiqué ou au dernier moment aux acteurs. Les acteurs parfois n'ont pas de dialogue ou ne savent pas exactement la nature du rôle, sont dirigés à distance par une oreillette. C'est un film aussi qui repose sur un travail de montage. Alors ça c'est intéressant, on pourrait peut-être en parler plus largement sur Albert Serra. C'est quelqu'un qui travaille notamment, je crois depuis ses débuts ou presque en numérique. Enfin du moins il y a un travail sur le numérique. C'est très longue et voilà, il a beaucoup de rush, donc en fait il est un peu numérique obligé, comme quoi. méthode, et ça c'est intéressant parce qu'on pourrait peut-être, alors au risque d'être un peu schématique et ça ne concerne pas tous les films, mais le fait de tourner en numérique induit peut-être aussi le passage d'un cinéma du découpage à un cinéma du montage, et là c'est quand même un pur film de montage, y compris même dans sa structure de captation. Je pense que le terme de captation n'est pas inintéressant puisque c'est filmé avec 3 caméras, et donc chaque caméra, je crois, avait 120 heures de rush, ce qui fait qu'à l'arrivée il y a une somme de rush absolument incroyable, qui fait que le film ensuite peut se composer, s'organiser, alors à la fois en direct par ses conditions de tournage en 3 caméras et ensuite au niveau du montage. Et je pense que cette manière vraiment dont le film navigue entre quelque chose qui serait de la pulsion de l'ordre, puisque c'est quand même un personnage qui essaye de régir un peu les événements, hein. Il essaye de comprendre comment ça fonctionne, qui sont ces marins, qui sont ces femmes mystérieuses qu'on voit près d'un sous-marin, quel est le rôle d'un mystérieux intermédiaire portugais. Il y a quand même une volonté d'avoir un peu une prise sur ce qui se passe, et en même temps c'est un personnage qui lui-même participe d'une espèce de dérive un peu paranoïaque, d'un flottement. Un personnage dont on ne voit pas toujours exactement les allées et venues. Et évidemment, ça tient, je pense, essentiellement au montage aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les scènes commencent sans qu'on sache exactement où on est. C'est-à-dire que et les scènes se terminent souvent, des fois, j'ai remarqué ça du coup à la deuxième vision, avant que les personnages aient terminé leur dialogue. On ne sait pas comment les conversations parfois se terminent, et c'est ce qui fait que, en fait, il y a des trous entre les séquences, des ellipses, et on n'arrive pas bien à situer exactement. C'est ce qui fait que ça donne cette impression-là, comme ça, de suivre scène après scène, des moments, comme tu dis, des captations de moments qui sont plus ou moins connectés, et ça après c'est un jeu de montage qui est fait. Et je veux rebondir sur ce que tu disais par exemple sur la captation à 3 caméras, c'est hyper intéressant parce que je me posais la question quand même sur l'étrangeté que produit le film, le premier visionnage, et j'ai regardé du coup en revoyant le film, je me suis concentré là-dessus en me disant mais comment c'est cadré, ouais. Et c'est cadré de manière très étrange, ce qui fait que vu qu'il y a ces 3 caméras en fait, et que alors, du coup, les collaborateurs te l'ont dit, tu vois, dans l'entretien, c'est que, en fait, on laisse un petit peu les acteurs, se déplacer sans essayer de justement les contrôler très précisément. Et pourtant, on les surveille avec les 3 caméras. Et c'est ce qui fait que des fois, dans le champ, en fait, on a un bout de plante. Les personnages qui se décentrent un petit peu. J'ai vu aussi Histoire de ma mort, même Liberté de Serra. Et c'est un peu de la même manière, c'est-à-dire que les personnages sont pas systématiquement au centre du cadre. Ou on a l'impression comme ça qu'ils peuvent évoluer dans cet espace qui serait le plan en fait, et des fois se mettre un petit peu à la marge, passer derrière un accessoire, un objet du décor, et c'est ce qui fait que ça donne cette sensation en tout cas de surveillance, de paranoïa. Ça donne cette impression en tout cas que les personnages sont surveillés et qu'on n'est pas vraiment en train il y a quelque chose comme ça qui se joue en fait, au niveau du cadrage, en fait, c'est très curieux. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut. Alors, c'est très important de parler du montage, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement s'articuler là-dessus. Il faut vraiment envisager le film presque un peu structuré autour de 2 pôles. Et c'est pour ça que je parlais. Je mettais l'accent sur les situations. Tu vois, par exemple, je pense à la scène de cette espèce d'étrange spectacle qui simule un peu un combat de coq. Il y a cette chose très drôle quand il y a une répétition une répétition donc de cette espèce de performance.
et Magimel vraiment interagit comme s'il mimait un petit peu ce qu'il ressentait veut les plus actions. de sang, ou quelque chose comme Oui, ça. et même on le voit en train de donner des coups de griffe, en train de vraiment d'être en rythme avec les percussions. Et là, moi, je vois, enfin, je devine, hein, c'est un peu une intuition de spectateur, mais de Magimel qui est un peu en train, d'une certaine manière, improviser avec une situation et un peu dans. Et là, il y a quelque chose qui serait de l'ordre vraiment du dispositif expérimental qui, pour le coup, est assez libre. Et qu'après coup, il y aurait justement cette reprise du montage. C'est intéressant parce que je pense que notamment ça se joue dans un point précis du film, on avait déjà parlé à Cannes, mais c'est qu'il y a tout de même un moment, une bascule, c'est-à-dire un moment où d'ailleurs le film devient beaucoup moins dialogué, et on a un peu un tunnel de vision, de scènes qui sont pour le coup très atmosphériques, de nuit. À partir de la boîte de nuit notamment, qui arrive à 2h. Exactement. 2h20. Et donc on pourrait dire quelque part, le film lâche à ce moment les amarres, où il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre vraiment esthétiquement de la dérive, et en même temps, en revoyant le film, j'ai l'impression que toute cette partie est préparée de manière assez méthodique dans le montage, puisqu'en fait il y a presque un espèce de jeu de puzzle où on voit des bouts de plans qui annoncent la dernière partie. Je pense notamment, on voit juste Benoît Magimel dans les travées du stade qui va donner lieu à une scène sous la pluie assez emblématique dans le film. Il y a aussi, je crois, vers la fin, il passe de lieu en lieu par une voiture de fonction qui est dans la nuit. Et à un moment, il y a juste un plan, je crois, isolé dans le montage, où on voit cette voiture comme on la reverra plus tard, cette voiture blanche dans la pénombre. Plan dans le port avec tous les bateaux, on voit Magimel tout seul et puis il reviendra plus tard avec d'autres personnages qui l'observent. C'est un peu comme si le film il y avait ces espèces d'éclats un peu paranoïaques qui seraient disséminés, qui tout d'un coup prendraient forme dans quelque chose qui ressemblerait davantage à une forme de film mental. Hein. D'ailleurs, toute la dernière partie, la porosité entre ce qui serait une dérive presque onirique du personnage de The Roller et quelque chose de beaucoup plus concret. Par exemple, exemplairement, la scène de boîte de nuit à la fin, quelque chose de complètement éthéré, pas du tout. D'autant plus éthéré qu'elle est filmée avec une lumière bleue qui teinte le visage et les corps, qui reproduit la couleur de ses propres lunettes de soleil quand il est sur l'île pendant tout le film. Donc effectivement, il y a un resserrement psychologique, enfin en tout cas un resserrement du point de vue autour de celui de The Roller qui permet de construire un récit paranoïaque. Et en même temps, ce qui est intéressant quand tu parlais de situation, c'est que comme on pourrait le décrire un peu naïvement et de l'extérieur, le film pourrait sembler être un enchaînement de scènes un peu sans queue ni tête jusqu'à cette espèce d'acmé des 45 dernières minutes qui met une attention, disons, sur la plastique du film beaucoup plus marquée. Ça serait une vision peut-être un peu réductrice du film dans la mesure où le fait que toutes les scènes soient fragmentaires, que des ellipses très étranges viennent séparer des séquences, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien où se situe tel morceau par rapport à tel morceau, crée un espace dans lequel le spectateur peut s'immerger et qui participe aussi d'ailleurs de la logique d'interprétation ou d'exégèse un peu tous azimuts qui est celle d'un personnage paranoïaque pour le coup. Oui, non, c'est très juste, et d'autant que en fait, moi la première fois que j'ai vu le film, comme je l'ai dit, je savais pas vraiment ce que je regardais, et la deuxième fois que j'ai vu le film, là m'est apparu le fait que en fait on avait vraiment affaire à un film de complot un petit peu qui faisait un petit peu écho au cinéma américain des années 70, et je pense au film d'Alan J. Palooka ou La Conversation secrète qui est peut-être le plus emblématique de cette veine-là, dans la mesure où en fait tu dis que le film a l'air un petit peu délié, fragmenté, on comprend pas, mais en fait c'est hyper chronologique, c'est-à-dire qu'on suit étape après étape son avancée, et il n'y a pas vraiment de retour en arrière, enfin voilà, tout se suit très bien, simplement... Enfin c'est moins tant une avancée qu'un délitement quand même, il y a quelque chose... Oui, en tout cas il n'y a pas vraiment de retour en arrière, c'est pas complètement déconstruit en termes de narration, on est dans une succession de scènes. Et tout ça m'amène aussi à penser que voilà, ce qui m'a perturbé dans le film, c'est qu'à un moment on nous pose des différentes pistes, la question nucléaire, la question du portugais, la question de voilà, il y a un passeport qui a été volé dans un hôtel, il y a une cérémonie qui se prépare, il y a un Américain qui surgit à un moment avec des lunettes, c'est incroyable, et on ne sait pas du tout où cela nous mène. Et je pense qu'aussi voilà, Albert Serra a un peu repris cette idée du cinéma de complot des années 70, qui serait qu'en fait on passe après, on reprend les codes du film policier et du thriller, sauf que il n'y a pas de meurtrier, il n'y a pas de crime spécifique, c'est la société dans son ensemble et la structure générale qui est l'énigme en fait, et ça nous met exactement dans cette position là quand on regarde le film, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait rien de plus que le personnage. À aucun moment on nous montre quelque chose que lui ne verrait pas. C'est ce qui fait que d'ailleurs on avait parlé de cette scène, il me semble, et j'en parle dans mon texte, cette fameuse scène où il regarde le sous-marin
Et on n'arrivait pas à savoir, la première fois que j'ai filmé, moi je n'arrivais pas à savoir, c'est peut-être parce que je suis un peu myope aussi, je n'arrivais pas à savoir si on voyait ou non le sous-marin. En fait, peu importe. On le voit, mais... Voilà, on le voit, on le revoit aussi dans une plongée en hélicoptère bien plus tard dans le film, on voit une espèce d'ombre, mais c'est pas évident non plus. Ça, là pour le coup, c'est vraiment pas évident. Moi, je l'avais pas vu la première fois. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la question du film paranoïaque, mais je crois que ça s'inscrit aussi dans une stratégie un peu d'hybridation, de faire un film composite, de déplacer aussi cet horizon qui est en fin de compte très américain dans un cadre exogène qu'est Haïti. Mais j'ai l'impression que, pour revenir un peu sur ce que disait Thomas sur la question de la sidération, c'est que oui, d'une certaine manière, je conçois en quoi c'est un argument qui peut être un peu limité, parce que la sidération c'est quelque chose qui peut s'estomper, et en même temps je pense que ça s'inscrit quand même. Il y a quelque chose d'intéressant dans le film, par exemple sur même la question de sa plastique, pour revenir sur cette question, c'est qu'il y aurait des sortes de fulgurances. Exemplairement, un truc qui nous avait tous un peu frappé la première fois qu'on l'a vu, c'est la scène de la vague. Et en même temps qui se télescope avec des scènes beaucoup plus déliées en apparence, de discussion. Alors moi je trouve ça intéressant justement comment il y aurait des espèces de fulgurances plastiques, notamment sur le territoire, et des scènes qui reposent vraiment sur un dispositif de jeu, à savoir 2-3 personnages, un personnage qui est à moitié endormi, d'autres qui tournent autour. Les boîtes de nuit, souvent. Voilà. Et c'est une question aussi de dispositif de jeu, et j'ai l'impression que cette question de l'hybridation, en fait, elle se télescope aussi avec celle des acteurs, c'est-à-dire, bon, évidemment, ça c'est manifeste, il y a un acteur professionnel qui est Benoît Magimel, qui est, comme le dire, qui est... Je voulais peut-être en parler, du coup. Non, mais qui est vraiment immense dans le film, et que je trouve qu'il y a un acteur assez génial. J'en avais déjà parlé un peu dans l'adaptation de La douleur par Emmanuel Finkiel, où il jouait, si je me souviens bien, un personnage de la Gestapo, ou du moins de la police française, et il avait une manière de s'insinuer dans les plans comme un reptile, donc il y avait déjà quelque chose de reptilien, et c'était à la fois une force très menaçante, très noire, mais qui parlait avec une grande douceur. Et il a souvent ça aussi, je trouve, dans certains films de Chabrol. Enfin, c'est vraiment un acteur que je trouve assez passionnant. Donc là, on a un acteur professionnel qui est entouré, alors soit d'acteurs qui ne le sont pas, qui sont des acteurs qui viennent sur le tournage, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Enfin, vraiment. À Tahiti aussi beaucoup. Je crois que oui, il y a des locaux. Outre cette question un peu de l'imbrication qui n'est pas quelque chose de nouveau, on peut dire, dans le cinéma moderne, qui est toujours passionnante, mais qui n'est pas un horizon spécialement inédit. Il y aurait aussi une question d'hybridation des langues, puisqu'on entend aussi des sonorités espagnoles, des sonorités portugaises, de l'anglais, du français, des accents. Donc il y a quelque chose aussi, même d'un point de vue purement sonore, qui est hybride dans l'intrication aussi de juste les bruits. Il y a assez peu de musique en fin de compte dans la première partie, il y en a plus dans la dernière. Les scènes de la boîte de nuit, imbrication entre scènes diurnes, des scènes de crépuscule et des scènes vraiment complètement dans le noir. Voilà, je pense que on voit qu'il y a quand même une manière de feuilleter, une manière aussi de perdre aussi un peu le spectateur, en passant par des registres assez différents et des modalités aussi de mise en scène en fait qui sont relativement distinctes, et que tout ça participe de ce sentiment de perdition, de cette manière d'errer et de se perdre dans un film dont les contours ne sont pas toujours immédiatement reconnaissables. Oui, enfin, tout ça, ça me permet de parler un petit peu du cinéma de Serra en général, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui cherche l'ambiguïté en fait, des images, c'est quelque chose qu'il cultive sciemment, il le dit, et c'est vrai que je parlais à la fois de ses cadrages, et comme tu dis, du jeu des acteurs, qui est toujours un peu étrange en plus, enfin, voilà, il y a un mélange comme ça entre des acteurs qu'on identifie, bon, il y a Jean-Pierre Léaud dans La mort de Louis XIV, entouré d'acteurs non professionnels, pareil, et quand tu parlais de cette espèce de melting pot en fait, d'influence, d'images, de langue, de tonalité, même de registre de scène. C'est un film à la fois drôle, des fois terrifiant, un peu contemplatif, de l'autre côté très prosaïque dans les conversations. Enfin voilà, ça part un petit peu dans différentes directions, et ça me fait penser à Histoire de ma mort, qui est donc ce film qu'il a sorti en 2013. Et qui fait rencontrer Casanova et Dracula en catalan. Donc c'est quand même un drôle de film aussi dans ce registre-là. On passe de la Suisse aux Carpates. Enfin voilà, il y avait déjà cette volonté-là un petit peu presque expérimentale de prendre une matière un petit peu comme hétérogène en fait et de voir ce que ça produit. Mais pas presque, je pense que c'est vraiment alors, dans un registre qui est quand même romanesque, fictionnel, mais il y a un horizon expérimental, alors pas nécessairement dans
un montage d'images qui appartiendrait au champ traditionnel de l'avant-garde, mais je pense même dans la manière dont on dirige les acteurs. C'est vraiment la situation, le dispositif de tournage, c'est là quelque part où il y aurait, on en revient à cette question, tu vois, c'est-à-dire un peu une forme de chaos même qui ouvre à l'imprévu, et puis une forme de reprise après coup au montage qui permet de faire en fait des films qui sont peut-être plus structurés, plus cohérents qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Mais Liberté, c'était ça d'ailleurs. C'est un dispositif très simple. Une nuit, 4-5 personnages, et dans l'ombre, voilà, c'est là que, bon, c'était toujours ça chez Serra, c'est la liberté à l'intérieur. Quand la nuit tombe, en fait, c'est là que les choses se révèlent. Et en fait, on avait des acteurs qui étaient un petit peu laissés à eux-mêmes, en tout cas, dirigés d'une manière plus ou moins distante, mais en tout cas, il y avait cette idée de poser un cadre, de mettre une situation et de voir ce que ça produit. Et en l'occurrence, c'était des libertins donc, dans une forêt. Pour donner un exemple très précis, moi je trouve la scène vraiment très drôle à la revoyure au début de Pacifiction, où il y a une délégation de Tahitiens qui vient voir Magimel. Pour lui dire que les essais vont reprendre. Exactement, il évoque une rumeur qui circulerait, et il est en train de déjeuner. Et à un moment, il y a un chef local qui lui parle dans sa langue d'origine sans traduction, et Magimel prend vraiment cet air profond, sérieux, que prennent certains politiques en écoutant, et il se touche le menton comme ça, il réfléchit, mais en fait il comprend pas un mot. Et il adopte vraiment cette espèce de posture de profondeur, comme si vraiment il était en train de sonder la complexité de ce qui lui était raconté, alors qu'il ne comprend rien. Et il y a quelque chose d'assez drôle dans cette manière-là de décaler aussi d'une certaine manière. Alors on serait quelque chose dans potentiellement un peu satirique, mais je pense que ça serait une erreur de réduire le film à ça, mais sur le creux de la parole politique, c'est-à-dire c'est un film qui est assez verbeux sur des questions enfin on parle beaucoup mais de manière très atmosphérique, de manière très suspendue, de manière un peu approximative, de questions entre guillemets politiques, et de dire qu'en fait il y aurait une forme de langue qui serait elle-même un peu creuse, un peu vide. Il me semble que le film, par son travail sur le son et sur les dialogues, parvient à reconstituer quelque chose de ce que serait une ambiance de rumeur. Tu parlais de rumeur tout à l'heure par rapport à la reprise des essais nucléaires. Effectivement, le traitement de ces dialogues qui ne se répondent pas les uns les autres et qui sont surtout travaillés par un tempo extrêmement langoureux crée une sorte de déphasage de la signification. C'est-à-dire que les mots perdent un peu leur sens, qui correspond tout à fait aussi au verbiage politique. Bon, ça tient aussi à une question simplement de technique de tournage, puisqu'il se trouve que Albert Serra et Baptiste Pinto, qui est son collaborateur que tu as interviewé, en fait disaient les dialogues aux acteurs à l'oreillette, ce qui fait que d'un dialogue à l'autre pouvait y avoir un temps simplement d'attente pour l'acteur, un temps d'écoute pour l'acteur, et ça se ressent particulièrement notamment dans cette scène vraiment très très drôle où Magimel fait le panégyrique d'une espèce d'écrivaine mondaine, goncourisée ou je ne sais pas quoi, qui écrit des romans qui reprennent l'esprit du libertinage. Donc là en plus c'est les marottes habituelles de Serra, et où on entend derrière chaque phrase 10 secondes de trou où en fait il est en train d'entendre les improvisations ou le texte donné par Serra, quoi. Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, à un moment, le personnage, là où on parlait du décrochage à la fin du film, en fait, c'est le moment où le personnage comprend qu'il est contrôlé par des forces qui le dépassent. À un moment, c'est l'objet d'une longue scène de monologue dans une voiture. Alors j'aime pas trop cette scène parce qu'elle a tendance à un peu clarifier ce qui est justement un peu troublant dans le film, et c'est un peu dommage, sachant que bon, je sais que Serra préfère le trouble à la clarté, et il y a un dialogue à un moment où on explique tout. Bon. Un monologue. C'est un peu ce qui sauve la scène, parce que je suis d'accord avec toi, elle est peut-être un peu trop excessive. Un personnage qui dort à côté. Et en même temps, il y a un personnage qui dort à côté, il y a le personnage de Shanna aussi, qu'on devine, en fait, elle le regarde, et tout d'un coup, il y a une espèce de déversement, une espèce de logorée, comme ça, un peu aigrie. Un peu ferrarienne, taxi driver sur les bords. Et en même temps, la scène tient peut-être sur la fascination sur Magimel quand même, tu vois, c'est-à-dire j'arrive pas complètement à la mettre de côté parce qu'il y a quelque chose d'assez passionnant dans le débit de Magimel, qui est vraiment un acteur fascinant, en particulier dans ce film-là. Ouais, et ça me permet de rebondir sur cette scène, un moment où on sait que pour le coup, là, sur la question de l'oreillette ou la question des 3 caméras, il y a une scène assez incroyable. Bon, je veux en parler. C'est cette scène donc, où Magimel, à un moment, va dans une espèce d'hôtel abandonné. Donc, il a été question au début du film. Donc, pareil, en revoyant le film, on comprend que les choses ne sont pas jetées au hasard non plus. Mais il va dans un hôtel abandonné, et à un moment, il y a 2 personnages derrière une vitre. On ne sait pas trop qui c'est au début. On les reconnaît pas bien. Puis en fait, on finit par les associer à d'autres. Il me semble que c'est l'américain et le portugais, justement. Enfin, voilà, il y a deux personnages secondaires qui d'un coup apparaissent et qui disent voilà.
roller est dans une spirale descendante, alors qu'il y a une espèce de métaphore pour le film en entier. Enfin voilà, il y a ce côté un petit peu tourbillon qui va vers le bas, hein, parce que voilà, c'est toujours l'idée de passer du paradis à l'enfer, parce que le paradis c'est le nom de la boîte. Une sorte d'entropie en fait. Oui, voilà, à un moment on est englué comme ça, et il y a un plan assez incroyable où Magimel se retourne en fait et voit qu'il y a deux personnages derrière une vitre qui sont en train de commenter ce qu'il est en train de faire, et c'est le début précisément de la dernière partie du film, et c'est après on voit Magimel se rendre dans une boîte de nuit où il fait la rencontre donc du capitaine de la marine qui pareil lui dit des trucs un peu lunaires, donc il comprend pas, enfin voilà, il y a un refus de lui donner des informations, et du coup il a une forme d'une errance qui s'ensuit qui est assez incroyable. C'est quand même la scène qui marque le plus au premier visionnage et qui au second prend aussi une autre dimension quand on a approché le film d'une différente façon, mais voilà, il y a une dernière partie quand même assez incroyable, et on parlait au tout début de cette émission, pour boucler la boucle du dernier plan, qui est un plan pareil qui marque, enfin moi qui s'est imprimé en moi et qui a fait qu'après quand j'ai revu le film une deuxième fois, je l'avais en tête en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a un plan un peu d'apocalypse, parce que c'est toujours ça aussi chez Serra, on l'a pas précisé, mais dans ces films c'est toujours la fin de quelque chose. Dans l'histoire de ma mort, c'est la révolution va arriver, et du coup le comte Casanova il est plus en odeur de sainteté quelque part. L'ancien régime est en train de disparaître. C'est toujours ça dans ces films en fait, et là c'est un peu curieux, on l'a pas précisé, c'est le premier film contemporain de Serra, c'est qu'il a l'habitude de faire des films en costume, des films au 19e beaucoup en fait. Je crois c'est le film sur la chute par 95 et les essais nucléaires. C'est le film sur la chute d'une aristocratie. Enfin, je veux dire, le Paradise est la version dégénérée d'une sorte de cour versaillaise, quoi. Il y a quelque chose effectivement d'un entre-soi qui se délite à force de monstruosité ou de petits secrets d'alcôve, comme ça pouvait être le cas dans l'Ancien Régime. Donc en fait, il quitte pas cette espèce de matière littéraire, mais qui relève plus d'un imaginaire dans ce film-là. Ouais, et puis surtout, il y a cette dernière scène, on peut en parler très, très rapidement pour conclure. C'est donc tu l'as dit, Magimel qui est dans une boîte de nuit au fond, et les lumières, enfin on a de la lumière bleue en fait, et donc voilà, ça crée un effet comme ça, un petit peu presque une caverne, quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose un petit peu de retour comme ça sous la terre. Enfin il y a quelque chose comme ça d'assez. On parlait de films sous-marins dans la vidéo canoise, et je pense que c'est une bonne synthèse de ce film-là qui prend du temps à émerger, qui avance un petit peu masqué, et qui en même temps est un gros morceau et qui n'a l'air, mine de rien, en surface, quelque chose d'un petit peu séduisant sur Tahiti, sur la plage, le sable fin, les notes de ukulélé en arrière-fond, en fond de la bande-son. Mais voilà, c'est un film quand même assez marquant, je pense, et qui, moi en tout cas, me donne envie de revoir certains Serra, de découvrir ceux qu'on n'a pas vus, Le Chant des Oiseaux, un de ses premiers films qui a bonne réputation. Moi, c'est des films que j'ai envie de découvrir aussi, grâce à Pacifiction. Je pense qu'aussi c'est le cas. Effectivement, c'est aussi mon cas, et donc c'est une assez belle découverte. Donc merci beaucoup pour avoir participé à l'émission, et merci de nous avoir regardés. On se retrouve le mois prochain, et on remercie encore le Ciné 104 de Pantin de nous avoir prêté ses locaux.